Euh, Bonjour les amis, nous allons continuer notre formation. Bien, aujourd'hui je vais faire quelques pas en arrière et je m'excuse pour cela parce que j'ai commencé à vous former de la même manière que je travaille dans le logiciel. En fait, euh, j'ai envoyé le modèle, soit on envoie le modèle, soit on modélise dans H ossature. Mais après avoir fait ça, ou bien même avant tout ça, on devait parler du menu hypothèse. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, et moi-même ça m'arrive, quand on commence normalement par modéliser les choses et puis à charger les choses, souvent on oublie de faire les hypothèses et on lance les calculs. Alors que c'est pas ainsi, mais aussi c'est pas évident d'oublier les hypothèses, mais bon, j'ai vu certains faire comme moi, ils oublient, ils lancent le calcul et après ils ne comprennent pas, etc. Mais en même temps, ce n'est pas évident d'oublier parce que il faut utiliser les hypothèses. Quand on clique sur un élément, il y a le matériau qui est utilisé. Donc, c'est dans les hypothèses, on les définit, comme on l'a vu la dernière fois. Donc, parfois, c'est pas, on ne peut pas oublier facilement, mais on oublie quand même. Mais je veux essayer de voir comment, comment vous aider à comprendre la chose. D'abord, j'ai sorti les phases de travail dans H ossature. J'ai trouvé ça dans un document sur le net. En fait, je prends tous les documents sur le net. Moi, je suis un grand paresseux. Je ne crée jamais les documents moi-même. Quand quelqu'un a bien fait, je prends. Si ce n'est pas bien fait, c'est là que je souffre pour créer moi-même. Et donc, normalement, en phase 1, on définit la structure. Comment? On fait une modélisation CAO 3D. C'est vrai que actuellement, le plus souvent, on se met en 2D pour modéliser et pour placer les éléments. Mais en réalité, comme ça se fait par étage, c'est en 3D. Voilà pourquoi on peut voir, on peut avoir ce genre de vue. Donc, on fait modélisation 3D, on fait le chargement, on définit les matériaux et les autres hypothèses de calcul. Bon, la définition des matériaux, c'est en même temps, ça fait partie des hypothèses. Et quand je parle de modélisation en 3D, on peut modéliser le tout en 3D dans H ossature. Hein. Comme la dernière fois, j'avais placé certaines choses directement à partir de H ossature. Ou bien, c'est ce que. Sinon, si je ne l'ai pas fait, oui, je l'ai fait. Je vous ai montré, par exemple, si je veux placer un poteau, je pouvais prendre, bon, je dis, je vais placer un poteau dans le vide. Voilà, je place le poteau quand je veux. Je veux mettre une poutre. Voilà, je dis que, bon, accrochage à la tête des poteaux. Voilà. Donc, on peut modéliser tout directement dans H ossature. Ou bien, comme c'est écrit et comme c'est défini ici, on peut faire des importations. Mais en même temps, on peut faire des importations et compléter ce qu'on a importé. C'était notre cas la dernière fois. On a importé les poteaux et les poutres. Mais la dalle, on l'a modélisée ici. On l'a dessinée ici directement. Et ce n'est pas encore fini. Il y a une autre dalle qu'on doit modéliser ici. Voilà. Donc,
on crée le modèle et on lui applique les hypothèses qu'on aura définies. C'est après on lance les calculs. Donc là, dans la phase calcul, il y a la phase d'analyse. Il analyse le modèle, ça c'est automatique, ce n'est pas vous qui le faites. Il analyse le modèle, il fait l'étude des descentes des charges traditionnelles ou bien euh, l'étude statique par élément fini. Mais c'est possible aussi de faire certains éléments finis et modéliser certains éléments finis dans la descente des charges traditionnelles. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et après, il fait le prédimensionnement. Si on lui a demandé de faire le prédimensionnement, parce que si j'ai mis ce poteau, je lui ai donné des dimensions la dernière fois, mais celui-ci, ce poteau-ci, je ne lui ai pas donné de dimension. Les 12 poteaux là, les 12 premiers poteaux à partant du bas, on ne les a pas donné de dimension, mais les autres, on les a donné de dimension. Vous voyez, quand je sélectionne ce poteau, hein, largeur 20 et épaisseur 20. Alors que celui-ci, c'est largeur 0, épaisseur 0. Et j'ai dit c'est un carré. Bon, ça ne va pas vraiment être un carré. Donc, c'est ça. OK? Donc, on était où? Donc, quand on a mis dimension 0, H fait le prédimensionnement. Mais quand on a imposé les dimensions, donc il fait le calcul avec les dimensions qu'on a imposées. Et après, maintenant, on peut exploiter les résultats. On exploite, on a les résultats graphiques, on a notes de calcul, on a métré, on a les plans de ferraillage qu'on peut exporter vers d'autres vers les modules H ferraillage pour calculer le ferraillage réel ou vers Advanced Design. Ça, c'est l'équivalent de robot chez Gretec. Ou bien, bon, Autodesk Advanced Concrete n'existe plus. Ça, c'est un vieux organigramme de fonctionnement. Ou bien on fait des exports IFC ou bien DXF. Ici aussi, Autodesk Advanced Concrete n'existe plus. Donc, c'est directement Revit. Autodesk Revit. On fait le lien entre H et Revit. Donc, ça fait partie de la formation. Je vais un peu parler de ça, le lien entre H et Revit. Mais le détail c'est les gens qui vont faire des contributions qui verront les détails. Mais je vais en parler. Je vous le dis. Ah, je ne vous ai pas parlé de ça. Au fait, ma formation, il y aura une vidéo qui va expliquer tout ça là. Au fait, comme d'habitude, je vais faire des formations gratuites. Et mes formations que je fais, quand on prend, on peut travailler de A à Z. Mais je vais introduire des capsules payantes dans les formations. Et c'est ceux qui vont contribuer un peu. Et après, on parlera de montant de contribution qui verront ces capsules payantes là. Donc, mais que ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas les moyens de payer, quoi qu'il en soit, la formation est complète. Mais je ne vais pas dire pour maîtriser le logiciel, parce qu'on ne peut pas maîtriser un logiciel. Je ne pense même pas que ceux qui travaillent là où on édite le logiciel maîtrisent ces logiciels-là. Non, ils ont beaucoup de connaissances du logiciel, mais maîtrise, je ne pense pas. Bon, je ne pense pas. Peut-être que c'est possible, mais je ne pense pas. Donc, ce n'est pas pour maîtriser le logiciel, mais c'est pour avoir des connaissances avancées pour manipuler comme on veut certaines configurations, certains éléments. Voilà, il s'agira de ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est une formation H, Revit, robot. Dans H, je vais tout dire.
dans Revit, j'ai tout dit. Dans Robot, je vais tout dire. Mais seulement dans chaque logiciel, dans chaque logiciel, il y aura, euh, comment on appelle, il y aura des ajouts que les gens qui contribuent vont voir. Bon, donc c'est ça. C'est l'organigramme du fonctionnement qui est là. Donc on revient à notre H, un petit instant. Bien, donc on a importé, on a ajouté, on n'a pas fini. Euh, Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on parle de, du menu hypothèse. Bon, dans le bâtiment, c'est juste pour définir le niveau. euh, Bon, ici, on a mis un GF, mais c'est comme si on est en France, ça c'est le niveau général de la France. Mais chez nous, on peut mettre le niveau correspondant, l'attitude par rapport au zéro de la mer, donc l'attitude topographique. Et puis, quelle variante? Est-ce que c'est la variante A? Parce que la variante, quand on écrit ici, la variante, c'est important en ce sens que quand on va commencer à calculer chaque élément, quand on va commencer à calculer chaque élément, par exemple, on prend une poteau, on calcule, on prend un poteau, on calcule, et devant le nom, il va ajouter la variante. Il dira que c'est A, si on est dans la variante B, il dira que c'est B, voilà, etc. Donc, lui, on laisse comme ça pour le moment, c'est pas important pour le moment. Bien. Ensuite, famille d'éléments. Ça, on a vu la dernière fois, on a créé des poteaux, etc. Et donc, de la même manière, on peut créer des semelles. Mais bon, est-ce que j'ai tout dit sur ce qu'on a créé là? Donc, après avoir mis le nom et le titre, bon, ils ont mis titre, mais en réalité, c'est une description. Hein. C'est une description. Donc, ici, on a mis le matériau, c'est béton 25. On a mis la forme, c'est rectangulaire. Même si c'est des mesures carrées, mais la forme, c'est rectangulaire parce que pourquoi on met ça? On se donne le droit de changer ça après quand on sera dans le module de ferraillage réel. Si dans le module, on voit que non, ça doit être 20-30 ou bien 20-25, on change. OK? Voilà. Euh, Bon, les autres choses sont grisées parce que on n'en a pas besoin. Par exemple, si c'était semelle de fondation, semelle isolée, il y aura d'autres choses. Ou bien si c'était un poteau en T, en L, ou bien en T, voilà, les choses là ne seront pas grisées. Bon, épaisseur aussi, on n'en a pas besoin, mais le ratio, on en a besoin. Pas forcément. Le ratio, tout comme toutes les autres choses qu'on met à zéro, et lui, il va calculer, il va faire appel au module de ferraillage et puis calculer quelque chose, puis calculer le ratio. Voilà. Euh, donc, le style, j'avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire, le style, c'est quoi? Le style, c'est quand on est dans le module de calcul. Quand je parle de module de calcul, ce sont par exemple, on est rentré dans H poteau pour calculer le ferraillage réel de poteau. Dedans, quand on est dans H poteau, euh, j'ai lancé. Quand on est dans H poteau, il y a des hypothèses qu'on remplit. C'est-à-dire le poteau, bon, lui, bon, quand c'est un poteau importé depuis Ossature, ici c'est rempli
c'est normalement rempli, mais on peut l'ignorer. Et le béton, on va dire quel type de béton, c'est le FC28, c'est 25 mégapascal ou bien quoi, le ferraillage, c'est 500 mégapascal ou bien le castan, etc. Tout cela, quand on va remplir les hypothèses, on peut enregistrer le style pour ne pas venir à chaque fois remplir les hypothèses là. Quand on a rempli un type d'hypothèse qui correspond à un certain poteau, par exemple, je peux remplir les hypothèses pour des poteaux réducteurs. Mais ça ne serait pas les mêmes hypothèses pour des poteaux porteurs. Et même les poteaux porteurs, ce n'est pas un seul style, ce n'est pas c'est pas les mêmes conditions que je vais mettre. Donc, pour chaque élément de poteau, bien de poutre, pour chaque type d'élément de poteau, bien de poutre, etc., je peux configurer certaines hypothèses et pour ne pas chaque fois venir remettre les mêmes hypothèses, je configure les hypothèses et j'enregistre ça en tant qu'un style, un style. OK? Je mets le nom, je mets poteau raidisseur, poteau porteur tel, 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 etc. Je mets les noms qui conviennent. OK? Voilà, je ressors du module. Donc voilà, c'est ça ce qui concerne le style. Mais pour le moment, quand on n'a rien, comme on n'a rien, on utilise un style par défaut. Parce que ici, dans configuration style de ferraillage, pour ce qui est des poteaux, c'est le style par défaut. Aucun style n'est configuré. Donc, j'ai supprimé tous les styles pour tout recommencer à zéro avec vous. Donc, j'ai supprimé. Donc, tout est là à défaut, par défaut, style défaut, style défaut. C'est-à-dire, il y a une configuration par défaut euh, qui est là. Donc, c'est ce que le logiciel va utiliser pour commencer. Mais quand on rentre dans le module, on va changer ça. Bien. Maintenant, ici, toujours avec chose là, prends en compte les familles pour l'export vers le module de ferraillage. Ça veut dire quoi? J'ai mis ces poteaux-là, ces 6 poteaux, dans la famille pot 20 x 20. Donc, je peux venir sélectionner celui-ci et lancer le module de ferraillage réel. Il va le prendre seul. Il va le prendre seul. Mais comme je veux qu'ils considèrent le tout, c'est une famille, je veux qu'ils aient le même ferraillage et les mêmes sections, quand je dis prendre en compte lors de l'espoir, qu'est-ce qu'il va faire? Que ce soit celui-ci, je viens sélectionner, ou bien celui-ci, ou bien quel que soit celui que je vais sélectionner, il va savoir que tout cela aura le même ferraillage et la même section, mais seulement il va prendre celui qui est le plus chargé parmi eux pour faire, pour faire le calcul. Et il va appliquer le calcul obtenu aux autres. Donc, c'est pourquoi, pour lui demander de faire ça, donc on lui dit de prendre ça en compte lors de l'export vers le module de ferraillage, c'est-à-dire le module de ferraillage réel. Euh, quand c'est un élément à déterminer automatiquement, c'est là il va prédimensionner. Sinon, quand c'est non, quand c'est à, qu'est-ce que je raconte? Quand c'est à déterminer automatiquement, là, il prend celui qui, parmi les poteaux là, actuellement nous sommes dans poteau, ça peut être une semelle. Parmi les poteaux là, on ne fait jamais famille de poutres, hein. C'est famille de poteaux et de semelles. OK? Il n'y a pas famille de poutres.
Donc, quand en détermination auto, c'est qu'on appelle, c'est là il prend celui qui est le plus chargé. Mais si je ne veux pas qu'il prenne le plus chargé, je peux imposer le, le numéro du poteau que je veux qu'il prenne quand je vais lancer. Même si c'est celui-ci, même si c'est celui-ci, j'ai cliqué pour lancer dans le module de ferraillage et que j'ai imposé le numéro de celui-ci, quand je vais lancer celui-ci, c'est celui-ci, il va prendre pour faire le calcul et après, il va appliquer aux autres. OK? Ça, c'est quand on impose. Sinon, on détermine automatiquement. On dit quoi? Attention, la détermination auto se fait uniquement sur les charges verticales et n'est donc valable que pour la méthode traditionnelle. OK, bon, ça c'est pour quand on définit la méthode de descente des charges sur traditionnelle. On va venir à ça, c'est dans les hypothèses qu'on est en train de voir. OK? Donc, on va venir à ça. Donc, la famille d'éléments, c'est expliqué et c'est clair. Donc, ici, dans H, ça s'appelle famille d'éléments. Dans robot, c'est presque la même chose. OK? Donc, on définit les familles d'éléments qu'on veut qu'ils aient les mêmes dimensions, c'est-à-dire les mêmes sections, ou si vous voulez, les mêmes dimensions et le même ferraillage. OK? Bien. Ensuite, les matériaux. On a un peu vu ça la dernière fois. On a choisi Audi 18. C'est 18 plus 4 ou bien 18 plus 5, je ne sais plus, mais on va aller voir ça tout de suite. On a choisi, on a importé aussi euh, le B25, le 25, béton 25 mégapascal. On lui a dit qu'on l'applique à tous les éléments. Ça veut dire quoi? Je peux choisir, je peux modéliser une dalle et je vais dire, bon, ce n'est pas une dalle Audi, mais c'est une dalle pleine et je choisis que c'est béton 25. Les poteaux, par exemple, les poteaux, je vais dire que c'est béton 25. Donc, le béton 25, je l'applique à tous les éléments. Voilà pourquoi j'ai sélectionné tous les éléments. OK? Bon. L'audi qu'on a choisi ne correspond pas à ce qu'on veut utiliser parce que c'est Audi plus, 16 plus 5 qu'on veut utiliser. 16 plus 5. Et 16 plus 5, donc je disais, la dernière fois, on a pris l'audi plancher Audi 18 plus 4. C'est ce qu'on a envoyé. Mais ce que normalement on veut utiliser, c'est 16 plus 5. Bon, j'avais créé la dernière fois 20 plus 4 en tant que bon paresseux. Je n'ai pas voulu écrire tout ça là. Donc, sinon, je vais copier cela. Je copie et on rentre dans le catalogue pour ajouter soi-même. On clique sur modifier. On clique d'abord sur modifier. Et maintenant sur insérer. Il te donne une ligne avec des points, points, points. Et là, bon, on vient écrire le nom. Ça là, je vais faire 16 plus 5. Voilà. Donc, euh, euh, on va appeler ça comme eux ils l'écrivent. Bon, pour faire la différence, moi je vais écrire en minuscule. Audi
16. Pardon, c'est collé. Audi 16. La densité, bon, moi, ma densité que j'utilise, c'est 1, nous sommes à tonnes 428. 1,428. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bon, on en reste là. C'est ça, on va utiliser. On reste là. On va en rester là. Et on l'ajoute. Donc, on dit que ça sera appliqué à des dalles. OK? Bon. Oh, j'avais oublié. Bon, répartition de l'angle 45 degrés comme l'autre. Voilà. Il n'y a pas de calcul aux éléments finis. Il n'y a pas de méthode de calcul aux éléments finis. Pas besoin de remplir ça aussi. Donc, voilà. Donc, on va utiliser le B25 et puis Audi 16. OK? Bien. Certains matériaux introduits ne sont pas valides. Module d'élasticité 1000. Bon, écoute. Module d'élasticité, bon. Si je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas. Bon, je ne l'ai pas calculé. On va. Je vais utiliser celui de choses là. Et après, on va venir mettre sa vraie valeur. Quand on va calculer, on va venir mettre sa vraie valeur. OK? Mais sinon, ce n'est pas ça. Donc, voilà. Donc, si je sélectionne encore, au lieu de Audi 18, c'est Audi 16. Bon, on revient. On était dans matériaux. On a vu comment définir les matériaux, etc. OK? Donc, neige et vent. Bon, pour le moment, ça là, on ne va pas le voir parce que chez moi, on n'utilise pas ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en parler. Je vais en parler dans les bonus de choses là. Dans les versions, quand je vais ajouter les vidéos pour les contributeurs. OK? Séisme, c'est la même chose. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, donc c'est vrai qu'on va commencer à parler un peu de séisme parce que moi, je dis qu'il y a. Nous ne sentons rien, mais j'ai l'impression que les bâtiments ressentent quelque chose. Parce que par moment, on entend parler de la terre qui a tremblé à tel endroit, mais ce n'est pas quelque chose d'important. Mais les éléments structuraux ressentent des choses que nous ne ressentons pas. Donc, on va commencer à mettre. Mais bon, ça aussi, comme neige et vent, je vais faire ça pour les contributeurs. Bon, et ce n'est pas important pour ce qu'on a en train de faire actuellement, pour l'étude de ce qu'on a choisi. Donc, on vient dans la méthode de calcul DDC, méthode de calcul descente de charge. Le choix de la méthode. On peut choisir la méthode traditionnelle de descente de charge ou la méthode aux éléments finis. Bon, ce que nous sommes en train de faire, c'est la méthode traditionnelle. Maintenant, pour neige, vent et séisme, pas de vérification. Il ne va pas faire de vérification pour neige, vent et séisme. C'est si jamais on devait configurer la neige, tout cela, on devait mettre une méthode aux éléments finis parce que il doit utiliser la méthode aux éléments finis pour pouvoir appliquer les charges. OK? Donc,
Quand ce n'est pas, quand il n'y a pas de contreventement et autres, qu'on n'a pas besoin de spécifier ça, et bon, on ne dit pas de vérification. OK? Bien. Euh, Méthode réglementaire. Donc, horizontaux, les éléments horizontaux, c'est-à-dire les poutres, les planchers, tout ce qui est horizontal. Réaction d'appui des poutres. Méthode employée. La méthode foyer, isostatique, masse entre foyer et isostatique, c'est-à-dire on met foyer et isostatique et le maximum entre les deux, c'est ça il va prendre, ou bien méthode forfaitaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire foyer isostatique et forfaitaire? Donc, j'ai pris un document, le document que je vous ai montré la dernière fois là. Donc, méthode employée 4. Foyer, c'est H ossature effectue un calcul exact RDM. C'est ça la méthode foyer. H ossature effectue un calcul exact RDM. La méthode isostatique, c'est toutes les poutres sont considérées comme isostatiques, même si c'est continu. Masse, c'est il prend, hein, on retient le résultat enveloppe des deux méthodes précédentes. Donc, il prend le plus, le cas défavorable. Méthode forfaitaire, c'est selon la méthode forfaitaire BAEL. Qu'est-ce que ça veut dire? Les poutres continuent à deux travées. Dans ce cas, la réaction isostatique sur deux appuis de rive et réaction isostatique majorée de 15% pour les appuis pour l'appui central. Et maintenant, pour les poutres, dans le cas de poutres continues à plus de deux travées, c'est-à-dire trois travées et plus, réaction isostatique majorée de 10% pour les appuis voisins des appuis de rive. Réaction isostatique pour les autres. Donc, c'est ce que ça veut dire, les quatre méthodes de calcul à foyer isostatique, masse, et bon, masse de foyer isostatique et puis forfaitaire. Bien. Donc, nous, d'habitude, je mets masse, foyer, choses là, mais je vais utiliser forfaitaire dans ce cas-ci. Mais attention, quand on utilise foyer, il faut indiquer hein, les options pour les poutres et poutres voies, c'est-à-dire les réductions des moments aux appuis. Il faut mettre le pourcentage ici. D'accord? On met les pourcentages, mais on va utiliser le taux de calcul BAEL. Eh bien, ça c'est pour les éléments horizontaux, les éléments verticaux. Forfaitaire, c'est ce qu'on a choisi ici, non? Oui, donc forfaitaire. Bon, prise en compte de la dégression verticale. Ça, c'est pour prendre en compte la dégression verticale. Et si vous voulez, vous l'activez, la dégression des charges. Vous l'activez ou bien vous ne l'activez pas. Et puis, CDG, centre de gravité des charges conservées dans les voiles. On l'active ou bien on ne l'active pas. Hein, c'est selon vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ça. C'est ça. L'option CDG, des charges conservées dans le voile, permet de limiter la diffusion sur la hauteur du voile d'une charge ponctuelle placée à son extrémité. Donc, quand l'option est désactivée, c'est ça. Quand l'option est activée, c'est ça. E, deux E ici.
pour limiter la propagation de la charge ponctuelle appliquée au-dessus vers le bord. La charge ponctuelle qui est appliquée vers le bord. Voilà, donc soit c'est activé et voici la conséquence, soit c'est pas activé, ça c'est la conséquence. C'est pour limiter la diffusion de la charge. Il faut limiter quoi. Bien. Et, moi, je l'active généralement, même d'ailleurs, même, bon, je n'en ai pas besoin, la prise en compte de gestion. Divers, le maillage, le maillage, quand on veut faire le maillage pour ce qui est comment on appelle, euh, les éléments surfaciques, donc le maillage de calcul, hein, soit au 30 cm pour les mailles et le lissage 0,5 cm. Bon, ici, ce qui est important, ceux-là, vous les laissez comme ça, hein. De manière générale, on n'y touche pas. Mais ce qui est important, c'est celui-ci, le sens de portée imposé. Dans notre cas ici, on est en poutre Audi, donc c'est dans un seul sens. Ça veut dire quoi? Et, et la distribution des charges se fait comme ça. Si j'avais mis une poutre ici, parce que actuellement, je désactive la dalle, je n'ai pas mis de poutre ici. Même si j'avais mis les poutres pour le chaînage ici, est-ce que une partie de la charge de la dalle va aller dessus ou pas? Donc, c'est ici, on le définit. C'est ici, on le définit. Si une partie de la charge va aller sur la dalle ou pas, donc c'est dans divers. 0,1 c'est la tangente, 0,1 c'est la tangente. La tangente de l'angle. Pour ne pas appliquer, pour ne pas reprendre. Donc je disais pour ne pas pour ne pas que la charge, une partie de la charge aille sur qu'on appelle le chaînage, on met ici à 0. OK? On met 0 pour ne pas que une partie de la charge aille sur le chaînage, sinon ça ira. La pondération, bon, vous connaissez, c'est 1,35 à l'ELU pour les charges permanentes, 1,5 et puis à l'ELS, c'est 1,1. Bon, vous pouvez changer, chacun peut changer. La règle, c'est ça, mais selon, on peut changer quand on s'y connaît. C'est-à-dire, moi, parfois, il m'arrive de changer. Bon, donc, voici pour le, ce qui est de la méthode de calcul des descentes de charges. Maintenant, oui, l'avant-dernier élément dans la méthode de calcul, c'est les éléments finis. Au cas où on va utiliser des éléments finis. La dernière fois, je disais que si vous mettez, par exemple, la dalle sur courant, quand vous mettez en détection auto, lui, il va venir utiliser ce que vous configurez ici pour décider si c'est un plancher courant, si c'est un plancher dalle ou bien si c'est un plancher de reprise. Maintenant, ici, vous configurez, si c'est un plancher courant, le calcul se fera selon un maillage de type coque, diaphragme ou non modélisé. Et puis, vous allez dire la distribution des charges se fera par ligne de rupture ou report de charge selon la méthode des éléments finis. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'il faut que je reprenne le document? Peut-être. Ça se trouve où?
Voilà. Ici. Bon, ok. D'abord, revenons ici. Voilà. Quand je le disais, le plancher courant, plancher d'art, tout cela, et la méthode de calcul des mailles de l'élément et la méthode de répartition des charges est à définir ici. Ça, ici, c'est au cas où on veut faire une descente de charge, une descente de charge aux éléments finis. C'est quand c'est ce qu'on est en train de configurer là. C'est surtout appliqué quand on a retenu ça. Mais aussi, ça intervient dans la méthode traditionnelle au cas où on a par exemple un plancher de reprise. Hein? Au cas où on a un plancher de reprise et ça l'utilise. Ça utilise ce qu'on va configurer là. OK? Bien, donc, on était là, méthode aux éléments finis. Donc, plancher courant, on dit maillage coque, distribution des charges en ligne de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a par exemple, on peut faire le choix de non modéliser, de diaphragme indéformable ou bien de maillage coque. Ça veut dire quoi? Le non modélisé, c'est, disons de manière générale, c'est les planchers. Bon, je vais vous lire. Le plancher ne sera pas modélisé avec un élément surfacique. Il sera représenté dans le modèle EF par une paroi. Le rôle de cette paroi est de reporter les charges, que ce soit la charge générée sur le plancher ou son propre, généré automatiquement par H ossature, sur les éléments porteurs en respectant le sens de portée paramétré. Ce type de plancher ne participera donc pas à la répartition des efforts horizontaux dans le cadre d'une étude de contreventement. Donc, cela veut dire que notre dalle qui est là, notre dalle qui est là, son propre poids et la charge qui est appliquée dessus, c'est-à-dire la charge qu'on va mettre ici, son propre poids plus la charge qu'on va mettre là-bas, sera reprise et envoyée à ces éléments sur lesquels il est appuyé. Mais le seul problème, il ne, il ne peut pas être utilisé dans le cadre d'un contreventement, c'est-à-dire les conséquences horizontales de son action n'est pas prise en compte. Voilà ce que ça signifie. Les conséquences horizontales de son action n'est pas prise en compte. Donc, on considère que ça ne bouge pas dans ce sens. Donc, il n'y a pas de calcul en contreventement. OK? Et c'est ce que j'utilise, c'est ce non modélisé, j'utilise d'habitude. Voilà. J'ai dit, c'est un plancher courant et j'utilise bien sûr ligne de rupture et non modélisé. Méthode MEF, méthode aux éléments finis non modélisés, répartition de charges, ligne de rupture. C'est ce que j'utilise. Pourquoi? Au lieu de vous expliquer, c'est conseillé quelque part ici. Mais on continue. Dans le cadre de diaphragme indéformable, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, le plancher sera modélisé par un élément surfacique de type membrane. La membrane a la particularité de ne reprendre que les efforts dans son plan
elle ne peut pas reprendre les efforts perpendiculaires à son plan. Pas besoin d'expliquer encore. Ça ne reprend pas les efforts perpendiculaires appliqués à son plan. Donc, il ne les reprend pas. C'est pour cette raison qu'H-ossature associe une paroi à la membrane qui a la même fonction que celle décrite ci-avant. À la différence du type du plancher précédent, c'est-à-dire non modélisé, le diaphragme indéformable participe à la répartition des efforts horizontaux sur les éléments de contreventement. Pour faire simple, c'est la même chose que celui-ci, à la différence qu'il ne prend pas les charges perpendiculaires à son plan, mais toujours contrairement à celui-ci, il participe aux efforts, à la répartition des efforts horizontaux dans le cas de calcul de contreventement. Et maintenant, la dernière chose, pour les coques, maillage coque, le plancher sera modélisé par un élément surfacique de type coque. La coque, dans son fonctionnement aux éléments finis, peut reprendre les efforts dans son plan et perpendiculaire à celui-ci. On notera que, là c'est important, voilà pourquoi j'utilise le nom modélisé, sinon c'est coque que j'allais utiliser. On notera que dans le cas d'une descente de charge aux éléments finis, la modélisation des planchers en maillage coque entraînera la perte du sens de portée. Et ça, c'est normal, c'est clair, c'est logique. Donc, le conseil c'est quoi? On nous conseille à la fin, conseil de modélisation. Si vous ne disposez que de la descente de charge traditionnelle, il faut paramétrer l'ensemble des planchers, plancher courant, plancher dalle, plancher de transfert, en non modélisé et en report par ligne de rupture. C'est-à-dire, si c'est une descente de charge traditionnelle qui n'a pas de, où il n'y a pas d'autres reprises, etc., complications, il faut le mettre en non modélisé et en report de charge par ligne de rupture. Voilà. Donc, ce paramétrage, c'est un paramétrage pour les études aux éléments finis. Au cas où on a dit dans les hypothèses que le calcul se fera aux éléments finis et dans le cas où, même si c'est en descente de charge traditionnelle, il y a quelques éléments qui seront calculés aux éléments finis. Donc, si vous mettez ici, par exemple, détection auto et par défaut, détection auto en sélectionnant la dalle, alors dans le cas de calcul aux éléments finis, ici, il prendra ce que vous avez configuré ici. Donc, quand il va considérer que c'est un plancher courant, il va faire le maillage de coque et faire la distribution des charges en ligne de rupture. Quand il va considérer que c'est un plancher dalle, il va faire maillage coque et report selon la méthode élément fini, etc. Vous voyez, ça c'est quand vous mettez ça sur auto, par défaut, détection auto. On poursuit. Report EF, interprétation des porteurs. Prendre en compte les super éléments. C'est, comment dire ça le plus simplement possible. Ça prend en compte par exemple les poutres continues, il prend la continuité en compte, il prend la continuité des dalles en compte. Si ce n'est pas coché, il ne veut pas prendre en compte la continuité.
ok, il va les considérer comme isostatiques. La dalle est considérée comme isostatique, ok, et puis prendre en compte les soulèvements. Donc, voilà, il va prendre en compte les soulèvements. Bon, ça, c'est le maillage dans le cas de choses là, 0,9, 0,9. On peut mettre 0,3 comme de l'autre côté. La linéarisation ou bien linéariser les réactions d'appui sur les porteurs, c'est comment prendre les appuis où il y a plusieurs lignes de rupture là. Dans le cas des lignes de rupture, où il y a plusieurs lignes de rupture, il essaie de faire ça comme une répartition, il recalcule ça en répartition uniforme sur les poutres et autres. D'accord? Bien. Bon, les poteaux. Et, et dans le cas de modélisation, calcul aux éléments finis, si les poteaux vont être considérés comme encastrés ou articulés. Vous définissez ça quoi, selon ce que vous êtes en train de faire. Et bon, ici, voilà, c'est un peu les mêmes explications pour cela. Et ici, d'habitude, on prend poutre équivalent. Ça veut dire quoi? Il considère le voile comme une poutre. Il utilise, qu'on appelle, il utilise la ligne moyenne, hein, comme dans le cas de calcul de poutre traditionnel, mais il prend ça en vertical et non en horizontal. Ok? Il prend ça en vertical et non en horizontal. Bon, ici c'était quoi? C'était, j'avais mis maillage coq. Hein? Bon, vous pouvez mettre soit maillage coq, soit équivalent. Bon, le seul problème avec poutre équivalent, c'est que si vous avez des ouvertures dans le voile, il ne va pas les prendre en compte. Il ne va pas considérer ça. Mais si vous prenez coq, maillage coq, là, il va prendre en compte les ouvertures. OK? Donc, c'est à vous de voir si vous prenez selon le voile que vous configurez, s'il faut la majorité des voiles dans votre projet. Parce que s'il y a des voiles particuliers, s'il y a des poutres particuliers, vous imposez les choses ici, hein, dans les propriétés, dans le statut. Mais la majorité, c'est comment? C'est là, c'est-à-dire ce qu'est la majorité, c'est ça vous configurez ici. OK? Donc, je laisse à maillage coq. Euh, ici, courant indéformable. Bon, là, c'est quand le voile est posé sur des appuis, je dois dire en biais, sur des appuis en biais, sur les bords. Et là, c'est considéré comme des articulations en bas. Oui, c'est ça. Et il y a un système, je crois que c'est dans le document aussi, hein. C'est pas loin. Je crois que c'est là, quelque part, quelque part, quelque part, quelque part, quelque part, quelque part, quelque part. On est dedans. Je suis sûr que c'est là, quelque part. Voilà. C'est ça, il appelle croix, c'est-à-dire le bas, hein, c'est écrit même, le bas est considéré comme tirant parce que il y a une articulation ici, hein, c'est considéré comme tirant. Ce côté, il fait des lignes, hein, et ce n'est pas maillage coq, ce n'est pas considéré comme coq, c'est des lignes, hein, mais il calcule sur les lignes, mais sur la ligne du bas, il considère comme si c'est tirant, sur le côté, il considère comme si c'est un raidisseur, et ce sont des voûtes, et puis filet, la ligne du haut est rigide. OK? Voilà. Bon, ça c'est selon vous. Bon, dans le cas d'un maillage, choix de maille, vous savez déjà, vous comprenez. Prolongation des poutres sur les mailles. Ça, c'est quand on associe les poutres sur le voile, sur le voile. OK? Bien. Donc,
on va terminer avec méthode de calcul du prédimensionnement. Jusque-là, on n'a pas encore configuré le prédimensionnement. Donc, comment chaque élément et chaque matériau sera prédimensionné. Quand on prend par exemple poutre, hein, on a poutre, poteau, voile, semelle isolée, semelle filante. Quand on prend par exemple poutre, les poutres avec matériaux béton tout court, ils vont être calculés avec quoi? Avec les dimensions imposées. Par exemple, ici j'ai mis 20-20. Le prédimensionnement sera calculé de manière imposée ou bien ces calculs seront les abacs. Il va prédimensionner selon les abacs. Il y a des abacs dans H. Voici H abac. On peut venir modifier les abacs. Hein? On peut modifier. Mais bon, je crois que je parlerai de ça à ceux qui vont contribuer. Ou bien par calcul, par, précis par calcul. Ça veut dire quoi? Quand c'est précis par calcul, hein, il lance le module de ferrage bon, de manière invisible, hein, vous ne voyez pas, mais il lance le module de ferrage, il fait le calcul dans le module de ferrage et c'est ça, il applique au prédimensionnement. Vous voyez? C'est ça, il applique au prédimensionnement. Bon. Euh, Ça, c'est béton sec. Si c'est le béton 25 qu'il faut configurer, si c'est les outils c'est avec dalle. Mais bon, pas besoin de configurer, pas besoin de choses là. Donc, ce sont les matériaux homogènes. Hein, homogènes, donc, dans les poutres, dans les poteaux, les semelles, voilà. Les voiles, les matériaux homogènes. Donc, est-ce que le prédimensionnement au moment du prédimensionnement, on choisit les dimensions imposées ou bien utiliser les abacs, l'abac, par exemple, qu'on appelle BAEL. S'il y a une telle charge, voilà, il faut un poteau de telle dimension, telle section. Ou bien on utilise, on fait un calcul. Soit on utilise la BAC, soit on fait calcul. Donc, bon, dans le prédimensionnement, on veut aller vite. Donc, généralement, on choisit rapide par ABAC. OK? Ça, c'est, je suis dans poutre et B25, puisque c'est B25 qu'on va utiliser comme matériau homogène. Donc, maintenant, côté ferraillage, rapide par ABAC ou bien précis par calcul. Là aussi, il faut faire le choix. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que vous faites ici, quand vous allez entrer, ça c'est un prédimensionnement, quand vous allez entrer dans le module de calcul, vous-même vous allez faire le calcul précis là-bas. OK? Bon, ici c'est les sauts de... par exemple, nous sommes dans une poutre. Largeur, est-ce que c'est des sauts de 1 cm ou bien chaque 5 cm? En hauteur, est-ce que c'est des sauts de 1 cm ou bien chaque 5 cm? Si c'est chaque 5 cm, donc on met 5. Donc il ne va pas envoyer une poutre de 21 sur 23. Il va envoyer une poutre de 20 sur 20 ou bien une poutre de 25 sur 20, etc. OK? Et, ou encore, quand c'est rapide par bac, pas besoin de choses là, mais si c'est précis par calcul, on peut imposer des corrections. OK? Mais bon, avec ça, il faut aller rapidement. Les descentes qu'on appelle les prix dimensionnement, il faut aller rapidement. Bon, ici, c'est quoi? Les prix unitaires du matériau, etc. Vous mettez. Voilà. Et ça, c'est pour la poutre. Vous choisissez poteau, béton 25, vous imposez. Vous choisissez voile, vous choisissez béton 25, vous configurez. Vous choisissez semelle, etc. Vous configurez. Bon, moi, généralement, je laisse faire ça. Bon, maintenant, quand on vient dans l'onglet global, on doit surtout regarder ici. Bon, ici, cas de charge permanent. Ici, c'est pour dire que
la charge accidentelle est comprise dans la charge permanente. OK? On peut considérer les poutres comme si c'est poutres continues en section. Pour les poutres continues, c'est section constante. OK? Ici, pour le sol, on va mettre maintenant, et quand il va calculer les semaines, ici, on met quand l'entreprise, la société de sondage, d'études de sol vous envoie le document, hein, le, qu'on appelle la contrainte admissible qu'ils vont vous envoyer. Voilà, donc c'est ce que vous mettez ici. À l'élu, hein, c'est toujours dedans. Si ce n'est pas dedans, vous calculez à partir du rapport qu'il vous a fait. Et si vous n'avez aucun rapport, vous mettez le pas de défaut ici. Pas de défaut, c'est 0,3 mégapascal qu'on utilise. Vous pouvez diminuer tout comme augmenter selon le sol que vous avez vu. S'il n'y a pas de calcul, s'il n'y a pas d'étude s'il n'y a pas d'études géotechniques. OK? Bien. Voici, c'est tout. Ça, c'est pour ce qui est des hypothèses. Donc, on va s'arrêter là.